Hello Kikou tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui, on va se faire un live. Je vais être debout à l'occasion de ce direct. Et je voudrais m'adresser à vous. Je voudrais vous partager un discours. Je voudrais, à l'occasion de ce direct, que vous soyez très attentifs, bien évidemment, à chacune de mes paroles. Je voudrais que vous soyez très attentifs à tout ce que je vais dire dans ce direct. Alors, s'il vous plaît, partagez, mettez les cœurs, je vous en supplie. Et merci à toutes les personnes qui relaient nos communications. Encore merci à Vision Gabon pour le grand travail de relais de toutes mes communications. Je ne vous connais pas, je ne sais pas qui vous êtes, mais pour cet effort républicain de donner de la voix à ma voix, franchement, je suis très touchée. Qui que ce soit derrière ce média Vision Gabon, je vous remercie. Merci de relayer toutes mes communications. Et merci de permettre aux Gabonais qui ne me suivent pas de me découvrir. Et voilà, donc on va faire lecture de ce texte. Bonsoir à vous tous. Bonsoir à vous les miens. J'espère que vous allez super bien et que votre journée s'est agréablement passée. En tout cas, c'est le cas pour moi. Et comme quand on finit une journée de travail aujourd'hui, on va essayer de finir tôt. Eh bien, je me suis engagée depuis peu, sans l'avoir décidé, bien évidemment, de pouvoir m'entretenir avec vous, de vous partager un certain nombre de lectures de la situation. Et aujourd'hui, je voudrais vous inviter à écouter naturellement le discours dont je vais vous faire lecture. Alors, chers compatriotes, je vous laisse donc le temps de partager. Je le fais tout aussi. Et puis, je vous invite à être massivement connectés et à me suivre partout où c'est possible. Abonnez-vous à Vision Gabon pour ceux qui ne sont pas sur Facebook, sur YouTube pour pouvoir suivre mon actualité. Alors, je vais donc, chers compatriotes, commencer notre discours. J'espère seulement qu'il y a le volume. Ouais, je crois qu'il y a le volume. Alors, vos avis en commentaire, vos réactions en commentaire. On commence, sans plus tarder. Honorables députés, vénérables sénateurs, distingués invités, mesdames et messieurs, notre Constitution et les dispositions de son article 24 nous offrent l'opportunité de convoquer le Parlement en congrès afin d'y délivrer une communication, un message. Ma présence devant vous peut être la source d'interrogation de la part des observateurs de notre vie politique nationale, tant l'instant est exceptionnel dans l'histoire des relations entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. À propos de ces interrogations, je vais vous répondre sans détour. Le sujet important qui me conduit à m'exprimer devant vous est notre pays, le Gabon. Je suis donc venu vous parler du Gabon. Je suis venu vous parler de notre pays. Je suis venu vous parler de cette belle nation que nous devons réapprendre à aimer de toutes nos forces. Je suis venu vous dire que nous avons envers notre mère patrie une dette incommensurable et que de ce fait,
nous avons envers elle des devoirs infinis. Oui, mesdames et messieurs, parlons du Gabon. Une observation attentive de l'histoire de notre pays nous enseigne que nous sommes le fruit d'un peuplement issu des 4 coins du continent par des hommes et des femmes qui fuyaient la guerre, la famine, les maladies, afin de trouver paix et sécurité en cette terre hospitalière. Ils ont vu leur longue marche stoppée par diverses contingences, les obligeant à se fixer sur les bords de l'Ogoué, de l'Ampassa, de l'Angounié, de la Nyanga, de l'Ivindo, de la Lolo, de l'Azingo, du Wole, de la Monda et du Como. Le caractère pluriethnique de nos provinces, de nos départements et de nos cantons résulte de ces différents mouvements. L'histoire du Gabon, c'est ainsi l'histoire de ces 46 esclaves originaires du Congo, du Cameroun et d'ailleurs, libérés et débarqués sur les côtes de l'estuaire en 1849, après l'abolition de l'esclavage et qui, plus tard, contribueront à la création de Libreville, la ville des esclaves libérés. Ces origines multiples sont, avec les alliances et les migrations récentes, le fondement même de la richesse de notre nation et l'évolution de nos coutumes. L'histoire du peuple gabonais, c'est encore celle des contacts parfois rudes, noués entre les différents villages, royaumes de la côte gabonaise et les colons établis au fort d'Omal, point de relâche pour les navires de guerre de la marine française qui vont conclure des traités avec les rois locaux. Le métissage s'en verra accentué et plusieurs familles gabonaises adopteront des patronymes à consonance étrangère. Nul ne peut aujourd'hui contester que ces familles sont gabonaises et qu'elles sont partie intégrante de notre histoire commune. Libreville servira de point de départ à la colonisation française du Gabon, avec l'installation au fort d'Omal des missionnaires catholiques sous la conduite du père Jean-Rémy Bessieux. Le christianisme, religion la plus importante au Gabon, par le nombre de ses adeptes, s'installera avec l'établissement en 1842 de la mission protestante américaine de Baraka et donnera naissance à un syncrétisme religieux, mélange de christianisme et de croyances locales. Le Gabon, c'est ainsi et c'est aussi une communauté musulmane. Le Gabon, c'est la terre qui a accueilli, quoique dans des conditions particulièrement difficiles, Cheikh Hamidou Bamba, Samori Touré, Mohamed Alal El Fassi et bien d'autres. Le Gabon d'aujourd'hui, c'est aussi cela. Un pays aux croyances multiples qui symbolise magnifiquement l'esprit d'ouverture aux autres. Le Gabon, c'est l'histoire du docteur Albert Schweitzer, prix Nobel de la paix en 1952, médecin et évangéliste alsacien. Partagez, mettez les cœurs, s'il vous plaît, le live est malheureusement signalé. Le Gabon, ce sont ces hommes et ces femmes nés avant l'indépendance de l'autre côté de nos frontières et qui ont choisi de s'établir ici, d'y fonder leur famille afin d'y prospérer. Le Gabon, ce sont les échanges entre des peuples qui ont en partage, de part et d'autre de nos frontières, des épopées, comme le Mvet et le Lindi. Le Gabon, c'est aussi des sportifs, ces peintres, ces sculpteurs, ces musiciens. C'est également ces conteurs, ces écrivains, ces rites,
ses rythmes et ses danses. Libreville est devenue une cité cosmopolite où se côtoient toutes les ethnies du Gabon, des immigrés d'Afrique centrale et de l'Ouest, des Européens, des Maghrébins, et qui s'enrichit progressivement d'une population nouvelle, originaire d'Asie. Toutes ces énergies, toutes ces intelligences et ces talents constituent des richesses qu'il faut savoir préserver, valoriser, en autant d'acquis pour notre nation. Tous ces éléments sont des atouts et ne doivent pas être perçus comme des différences susceptibles de créer une quelconque menace, car, comme le disait Antoine de Saint-Exupéry, quand tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. Notre acceptation de l'autre dans sa différence, caractérisée par notre hospitalité légendaire, ajoutée à notre volonté de relever ensemble les défis qui se posent à nous, sont les fondements de notre vivre ensemble. Ces fondements sont aujourd'hui menacés. Ces fondements sont aujourd'hui menacés. Et j'entends, aux portes de notre maison Gabon, les coups de boutoir de ceux qui, visibles ou tapis dans l'ombre, caressent le sombre espoir de voir voler en éclats ce qui fait notre spécificité, notre authenticité et donc notre force. En effet, chers compatriotes, depuis quelque temps, un certain nombre de compatriotes relayés par quelques médias locaux et étrangers veulent faire croire que le président de la République serait fermé à toute idée de dialogue et que le Gabon n'y est pas ouvert non plus. J'ai été, je suis et je serai un homme de dialogue et d'ouverture. Nul ne peut me le contester. Alors qu'à un moment de notre histoire, beaucoup parmi nous étaient opposés à toute idée d'ouverture politique, à force de dialogue, j'ai contribué, avec d'autres, contre vents et marées, à l'instauration du multipartisme. D'ailleurs, certains parmi vous, avec qui j'ai siégé au sein de cet hémicycle, savent que j'ai souvent encouragé le dialogue avec nos adversaires politiques. C'est cette même volonté d'ouverture et de dialogue qui a dicté la main tendue que j'ai offerte dès mon accession à la magistrature suprême. En tant que président de la République, j'ai séjourné dans toutes les provinces du Gabon. J'ai rencontré des hommes et des femmes dignes, fiers de ce qu'ils sont et qui entendent de nous et qui attendent de nous, Parlement et gouvernement, que nous apportions des réponses concrètes et immédiates à leurs attentes. Que veulent les hommes et les femmes de ce pays? Ils veulent que l'État construise des routes, des écoles, des hôpitaux, que l'État les aide à accéder à l'emploi, à la propriété ou à un logement décent. Ils veulent accéder à la satisfaction de leurs besoins essentiels. Nos compatriotes ne veulent plus de l'attentisme, des palabres politiciennes stériles, des grandes messes inutiles, bref, tout ce qui a contribué à entraîner notre vie politique ces 20 dernières années. Partout où je me suis rendu récemment, de Yemaditam, de Lambaréné à Lebamba, en passant par Fougamou, Mouila et Ndembe, nul ne m'a posé le problème ou la problématique du dialogue politique comme étant une préoccupation primordiale. Pas même dans les quartiers de Libreville. Bien au contraire, nos compatriotes n'ont eu de cesse de me dire « Ali !» Je voulais vous garder le suspense à la fin. « Fais ce que tu as à faire. La politique, on est fatigué. » Ou encore « Vas-y Ali, courage, n'abandonne pas, on est avec toi. » Honorables députés, vénérables sénateurs, distingués invités, mesdames et messieurs, aujourd'hui nous devons
opérer une rupture. Rupture avec ce qui n'a pas bien fonctionné. Rupture avec ces 20 dernières années de marche à reculons. Nous ne pouvons pas renier notre héritage. Nous devons entièrement l'assumer, chacun pour sa part. Mais nous savons aussi que dans tout héritage, il y a un actif et un passif. Nous devons nous défaire des pesanteurs du passé et nous orienter résolument vers notre destin commun qui nous impose de réussir. C'est le lieu de saluer les efforts de nos prédécesseurs qui ont contribué à la naissance de notre première administration et à la création de nos premières grandes infrastructures, jetant ainsi les bases d'un État moderne. Ces progrès ne doivent cependant pas occulter le douloureux héritage du consensus tous azimuts. En effet, de l'avis de nombreux observateurs tant au Gabon qu'à l'étranger, l'hyperpolitisation de notre société et nos multiples incohérences ont été un frein à son développement pourtant bien engagé. La conférence nationale, événement initialement accueilli par les filles et fils de ce pays comme le rendez-vous du nouveau départ, a permis un certain nombre d'acquis très importants avec l'adoption du multipartisme, la liberté d'association, d'opinion et d'expression, la mise en place des institutions démocratiques et républicaines, la séparation des pouvoirs avant d'être détournée de son objet pour se transformer en d'interminables jouets, en dérèglement de comptes publics. Dans ce sens, la vérité des faits impose de reconnaître que l'adoption du multipartisme a donné lieu à une odyssée vers la création de partis politiques à caractère provincial, régional, ethnique et même familial. Tout se passait comme si la création d'un parti politique permettait un accès plus rapide, plus facile et plus évident à la richesse, plutôt que le travail à l'usine ou à la plantation. En d'autres termes, créer un parti politique était le moyen le plus sûr de s'enrichir rapidement et indûment, grâce aux subventions que l'État versait et que personne n'a jamais pris le soin de contrôler. Ce fut aussi cela le résultat des accords de Paris, dont la tenue, rendue nécessaire par les violences de janvier et février 1994, a produit des résolutions qui seront vite contestées par ceux-là même qui ont contribué à leur mise en place. Nous avons passé beaucoup trop de temps à faire que de la politique, au détriment du développement économique et social de notre pays et du bien-être de ses populations. Ces mêmes populations ont été transformées en spectatrices, impuissantes de leur destin, alors que les hommes politiques allaient et venaient de négociations en arrangement, souvent guidés par des appétits personnels. Il y a eu ensuite les accords d'Arambo, où la réflexion sur la question des élections a conduit à la création de la Commission électorale nationale autonome et permanente, la CENAP, qui, à peine créée, a également essuyé des contestations et même des accusations. 22 ans après la tenue de la conférence nationale, après tous les constats que nous avons pu faire et les échecs que nous avons essuyés, devons-nous organiser une conférence nationale dite souveraine dont le but affirmé n'a d'autre objet que de perpétrer un véritable coup d'État constitutionnel, ouvrant ainsi la voie à la tenue de petits arrangements entre amis, pour reprendre l'expression, entre coquins-copains. La politique devrait-elle se résumer en Afrique à des grandes messes où tout le monde trouve son compte? Je refuse cette conception tropicale de la gestion des affaires publiques. C'est pourquoi, à notre sens, la demande d'une telle rencontre masque mal l'indigence d'une opposition en manque de projet et qui a été battue à chaque échéance électorale. Elle cherche aujourd'hui à s'exonérer
des lois de la République pour tenter d'exister et d'accéder au pouvoir par effraction. Ce qui demande cette conférence manifeste en fait leur aigreur de ne plus être aux affaires. C'est cette manière de faire qui justifie entre autres le rejet que nos compatriotes expriment de plus en plus envers la classe politique. De nombreuses personnalités à l'étranger comme chez nous s'étonnent de cette nouvelle tendance qui veut qu'au Gabon, on se proclame opposant dès lors qu'on n'est plus aux affaires, aux responsabilités, comme si la seule vie politique qui vaille est celle que l'on mène au gouvernement. Être ministre n'est pas une profession. N'est-il pas normal pour un pays qui veut se développer de faire appel à des nouvelles énergies, de donner sa chance à une nouvelle génération? Nous devons apprendre à passer le témoin, à faire en sorte que d'autres talents émergent. Certains veulent rester scellés à leur poste au risque de bloquer des générations entières de nos compatriotes. Ceux qui veulent la conférence nationale aujourd'hui, ce sont les mêmes qui hier encore la refusaient. Ali, je dis Ali, ils la refusaient parce qu'elle ne servait pas leurs intérêts. Ils la refusaient parce qu'elle risquait d'ouvrir la voie à de nouvelles forces politiques auxquelles ils ne voulaient ni ne pouvaient faire face. Ceux qui réclament à cœur et à cri la conférence nationale aujourd'hui, ce sont les mêmes qui hier ont été jusqu'à introduire dans la Constitution de la République un âge limite pour accéder à la fonction ministérielle, pensant ainsi me punir de m'être montré favorable au dialogue politique. Dans toute démocratie moderne, le lieu par excellence du débat contradictoire est précisément le Parlement. C'est ici, au milieu des représentants du peuple et de la nation, que se mène le véritable dialogue. Puisqu'en votre sein, toutes les parties du territoire et dont toutes nos communautés sont représentées. Dans l'exercice de mes fonctions de président de la République, j'ai déjà prouvé que je savais me mettre à l'écoute de mes compatriotes. Je l'ai fait s'agissant de l'épineuse question de l'île Mbanié, en recevant toute la classe politique et les forces vives de la nation. Rien ne m'y obligeait, mais je l'ai fait. Je l'ai fait s'agissant de l'introduction de la biométrie dans notre système électoral. J'aurais pu la refuser. Cette biométrie, comme certains de ceux qui s'attaquent à moi aujourd'hui l'ont fait dans un passé encore récent. Mais j'ai considéré, dans l'un et l'autre cas, qu'il y allait de l'intérêt supérieur de la nation, alors je l'ai fait. Je vous annonce que dans les prochaines semaines, je recevrai à nouveau la classe politique et les forces vives de la nation pour parler de la CEMAC. Car comme vous le savez, notre pays assure la présidence de cette organisation sous-régionale depuis le dernier sommet de Brazzaville. Je ne redoute pas le dialogue, mais je ne dialoguerai pas avec des personnes qui ne respectent ni les institutions de leur propre pays, ni ceux qui les incarnent, encore moins les lois de la République. Je ne dialoguerai pas avec ce genre de personnes. Je ne dialoguerai pas avec des personnes qui, se prétendant chrétiennes, envoient des casseurs dans la rue le jour de l'Assomption, jour consacré à la célébration de la Vierge Marie. Je ne dialoguerai pas avec des personnes qui, ayant occupé des hautes fonctions dans l'État, veulent bafouer les symboles de la République en cherchant à occasionner des violences le 17 août, jour de la célébration de notre indépendance. Je le dis très clairement, tant que ces personnes-là poseront des actes antipatriotiques et de défiance à l'autorité de l'État, je ne les recevrai pas. Tant que par leurs actes, ces gens-là
mettront en péril la vie des citoyens qu'ils prétendent protéger, je ne les recevrai pas. Nous avons le devoir de préserver notre unité et notre cohésion nationale. En tant que président de la République, j'ai le devoir d'assurer cette cohésion. Par conséquent, je reste disposé à recevoir et à travailler avec tous ceux, les compatriotes qui le désirent, dans le strict respect des institutions et des lois de la République. L'objectif que nous devons nous fixer dès aujourd'hui est de situer le Gabonais avec lui-même et avec l'autre. En chacun de nous, il y a nous et l'autre parce que dans tout homme, il y a deux êtres, un être individuel qui se perd dans les méandres de la solitude et un être social qui se construit exclusivement par l'acceptation de l'autre. La différence des représentations et des comportements entre l'autre et moi n'est donc pas le fait d'une différence naturelle, mais plutôt l'effet d'un formatage culturel de la pensée. J'ai prêté le serment d'œuvrer en tout temps et de toutes mes forces pour le bien-être du peuple gabonais. Je lui dois la vérité. La vérité, c'est que je ne laisserai personne remettre en cause notre vivre ensemble, quels qu'en soient les prétextes, les motivations ou les qualités des auteurs. Honorables députés, vénérables sénateurs, distingués invités, mesdames, messieurs, nous nous devons de tourner le dos à la violence parce que la violence fait accéder à la folie. La folie, elle, est meurtrière pour soi-même et pour ceux qui nous entourent. Nous n'avons encore jamais vu, de par le monde, un pays qui se soit développé en détruisant ses fondements essentiels. La nation gabonaise est forte lorsqu'elle élève la contradiction au-dessus des particularismes. Elle est faible et fragile lorsqu'elle se laisse aller à la stigmatisation, à l'exclusion, au repli identitaire. En tant que chef de l'État, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions et de la cohésion nationale, en tant qu'homme ouvert au monde, je me battrai de toutes mes forces pour le bien-être des Gabonais. Je consacrerai toute mon énergie pour l'amour de notre pays à la lutte contre la division, la stigmatisation, la balkanisation, la xénophobie. Nous devons lutter contre les promoteurs de ces maux qui ont produit tant de désastres et de désolations sur le continent et que certains comportements irresponsables risquent d'attirer aux portes de notre pays. Notre nation n'a besoin ni de régionalisme, ni de tribalisme. Notre nation a besoin de cohésion et de sérénité. Notre nation a besoin de paix et de développement. Le tribalisme est une forme de racisme. C'est une bête immonde qu'il convient de combattre avec la dernière énergie. Je demande au Parlement d'étudier le cadre législatif nécessaire pour pénaliser le tribalisme au même titre que le racisme. Par conséquent, notre entité, privée ou étatique, politique ou religieuse, qui prône et développe toute entité, privée ou étatique, politique ou religieuse, qui prône et développe des thèses tribalistes, devrait être poursuivie et condamnée par la justice. Alors, on continue. Le tribalisme est un poison que certains sont en train d'inoculer dans notre corps social en prônant la supériorité de soi et le rejet de l'autre. L'autre, c'est le Pounou, l'autre, c'est le Fan, l'autre, c'est le Kota, le Miéné, le Téké, le Pygmée. Mais l'autre, c'est aussi
le fond de Bitam, lorsqu'on est fond de Yem. L'autre, c'est le Pounou de Mouila, lorsqu'on est Pounou de Chibanga. L'autre, c'est le Teke, lorsqu'on est au Bomba. L'autre, c'est l'Orungu, lorsqu'on est Komi. L'autre, c'est le Pongwe de glace, lorsqu'on est Pongwe de lui. L'autre, c'est le Camerounais, le Congolais, l'Ivoirien, le Béninois, le Sénégalais, le Malien, et j'en passe. L'autre, c'est le blanc, le rouge, le jaune. L'autre, c'est l'arabe. L'autre, c'est le chrétien. L'autre, c'est le musulman, le bouddhiste, le bouddhiste. L'autre, c'est l'étranger. On peut donc, en définitive, se demander qui est donc l'autre. Certains d'entre nous pensent que le président de la République ne devrait pas évoquer ce genre de questions. Ceux qui pensent ainsi s'imaginent qu'on fait disparaître la poussière en la mettant sous le tapis. Agir de cette manière, c'est refuser de regarder la réalité en face. D'autres pensent qu'il serait préférable de rester indifférent et que le problème finira bien par disparaître. À ces compatriotes qui réfléchissent ainsi, j'aimerais poser une question. Comment le président de la République peut-il garantir la cohésion nationale s'il reste indifférent face à un mal qui menace notre nation? Non. Mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas rester indifférents. Nous ne pouvons pas laisser l'indifférence nous dévorer. Il me revient à l'esprit, à l'heure où je m'exprime devant vous, ce poème de Martin Niemöller, pasteur allemand décédé le 6 mars 1984 et qui pendant la Deuxième Guerre mondiale a écrit, je cite, « Quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit. Je n'étais pas communiste. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit. Je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai pas protesté. Je n'étais pas juif. Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai pas protesté, je n'étais pas catholique. Puis ils sont venus me chercher. Et il ne restait personne pour protester. Fin de citation. Ce texte traduit les dangers de l'indifférence. Le mal que nous refusons de combattre finit toujours par nous atteindre. Le temps est venu pour nous de tourner la page de la contestation honteuse, fondée sur le tribalisme. Le temps de la recherche d'une promotion, non pas sur la base du mérite, mais sur la seule appartenance ethnique ou tribale. Ces temps-là sont révolus. La géopolitique a sûrement été nécessaire pour que la nation se reconnaisse dans ses dirigeants. Elle a sûrement été nécessaire pour bâtir et consolider notre lien social. Mais aujourd'hui, nous devons tourner la page. La géopolitique sortie de son contexte a favorisé la constitution de baronnies. Elle a permis la mise en place d'une gestion féodale des élites qui a eu pour conséquence de fragiliser l'État et de paralyser par endroits l'action publique. Celle-ci se confondant avec la volonté de tel ou tel roi clé, je parlais tantôt de la nécessité d'accepter l'autre. Je me dois de préciser que cette acceptation de l'autre est une attitude d'écoute, d'observation et d'objectivation pertinente. C'est pour cela que nous devons lire notre relation avec l'autre dans un paradigme d'ethno-sociabilité. Ce paradigme se traduit par le souci pour chacun de nous de manifester son besoin profond d'entretenir avec autrui des relations humaines, des relations saines, des relations construites sur le respect, la considération de l'autre, naturellement, l'envie et le besoin de se connaître pour repousser le cancer social qu'est le tribalisme. Honorables députés,
vénérables sénateurs, distingués invités, mesdames et messieurs. Nous sommes une nation parce que on partage notre passé. Nous sommes une nation parce que nous avons des ressentis communs, une vision commune du monde qui nous entoure. Nous sommes une nation parce que nous avons décidé d'avoir en partage notre avenir. La nation gabonaise, c'est la prise en compte effective de toutes ses composantes sociales. Ce sont ces hommes, mais aussi ces jeunes et ces femmes qu'il nous faut intégrer dans la gestion des affaires publiques. Je demande au gouvernement et au Parlement de légiférer dans les meilleurs délais afin qu'une place plus importante soit réservée aux femmes et aux jeunes sur les listes de candidature aux élections locales et au sein des exécutifs locaux. Cela implique une répartition équitable que j'envisage à 30% pour les femmes et 30% pour les jeunes âgés de 18 ans à 35 ans. Nous sommes également une patrie. Nous le sommes parce que tout au long de notre histoire commune, nous avons su établir une continuité non seulement de notre territoire, mais aussi de nos réalisations, de nos réussites, de nos rêves, de nos efforts. Nous sommes une partie, nous sommes une patrie, parce que nous avons conscience d'avoir hérité du labeur de nos ancêtres. Nous le sommes aussi parce que notre éducation, nos croyances, notre attitude face à la mort, notre manière d'invoquer l'au-delà. La patrie nous est consubstantielle, en ce sens que nous venons au monde en recevant 1000 fois plus de notre pays que nous ne pouvons lui apporter. C'est pourquoi on parle souvent du culte de la patrie. Oui, ayons l'amour de notre pays et le culte de la patrie comme dénominateur commun. Nous ne pouvons pas aimer notre pays à reculons. Nous qui sommes aux responsabilités aujourd'hui, nous devons prendre conscience que le Gabon nous regarde. La jeunesse gabonaise nous regarde. De quel pays avons-nous hérité? Quel pays allons-nous léguer à nos enfants? Dans quel état sera-t-il? C'est ici que je voudrais faire appel à une autre notion, quelque peu surannée pour certains, mais tellement essentielle, le patriotisme. Le patriotisme relève de l'attachement profond que nous devons à notre pays. Le patriotisme, c'est ce qui nous pousse à situer l'intérêt général au-dessus de nos intérêts particuliers et partisans. Le patriotisme, c'est la volonté et la détermination de préserver le bien commun. Le patriotisme, c'est Gabon d'abord. Le patriotisme, ce n'est pas indiquer que la victoire de l'Empire national, de l'équipe nationale, reviendrait à une ethnie au motif que celui qui a marqué le but appartient à cette ethnie-là. Le patriotisme, c'est célébrer le vert, le bleu, au-delà de toute autre considération. Le patriotisme, c'est célébrer notre médaillé olympique pour l'honneur qu'il fait à notre pays. Le patriotisme, c'est l'extraordinaire communion qui a enflammé le peuple gabonais tout entier lors de la CAN 2012. Ensemble, nous avons célébré nos victoires. Ensemble, nous avons pleuré quand fut venue l'heure de la défaite. Nous avons été unis dans la victoire et soudés dans la déception. Nous qui nous érigeons en donneurs de leçons, nous sommes-nous souvent demandé si dans l'exercice quotidien de nos fonctions respectives, nous avons toujours placé l'intérêt général au-dessus de nos intérêts particuliers. Combien de fois avons-nous signé un acte administratif avec la pleine conscience que cela ne servait pas l'intérêt général, mais nous l'avons quand même fait pour notre propre intérêt? Combien de fois avons-nous fermé les yeux sur un contrat, une convention, un marché dont nous savions qu'il ne servait pas les intérêts du pays? Combien de fois avons-nous bradé notre patrimoine commun
notre sous-sol, dans les conventions léonines, en ne pensant qu'à nous-mêmes, sans penser au pays, encore moins aux générations futures. Combien de fois avons-nous, par cupidité, contribué à spolier notre pays au seul profit des grands groupes étrangers? De ces questions essentielles, nul ne veut parler. Nul ne veut parler de ces questions essentielles. Lorsqu'en 2007, déjà Omar Bongo Ondimba, mon prédécesseur, dans un discours désormais passé à la postérité, posait la même problématique, il ne s'adressait pas aux gens venus de nulle part. C'est à nous qu'il parlait. Classe politique, classe dirigeante et population gabonaise, chacun à sa place et chacun en ce qui le concerne. C'est nous Gabonais qui avons fait Air Gabon. Et c'est nous Gabonais qui avons détruit Air Gabon. C'est nous Gabonais qui avons fait Africa numéro 1. Et c'est nous Gabonais qui l'avons détruit. C'est nous Gabonais qui avons fait la fondation Jeanne Bory et l'hôpital pédiatrique de Ouvendo. Et c'est nous Gabonais qui les avons détruits. Blâmer l'autre ne peut en aucune façon nous exonérer de notre propre responsabilité. Certains semblent avoir mis un tel acharnement à détruire notre pays qu'on en viendrait à croire qu'ils posséderaient quelque part un pays de rechange. Mais nous n'avons pas de pays de rechange. C'est pourquoi nous devons tout mettre en œuvre pour construire notre pays. Nous devons bâtir une nation prospère. C'est notre génération qui doit y arriver. De quoi le retard accumulé serait irrattrapable par nos enfants. Honorables députés, vénérables sénateurs, distingués invités, mesdames et messieurs, il faut en finir avec le laxisme, l'attentisme, l'immobilisme et la paresse. Il faut déserter le camp des partisans du moindre effort et passer à l'action. Aucun pays ne s'est développé sans mettre de l'ardeur au travail. Le travail à l'atelier, le travail à l'usine, le travail dans l'entreprise, le travail au ministère, le travail à la plantation, le travail en mer. Mon rêve et mon ambition sont de construire un nouveau Gabon. Un Gabon fort, un Gabon uni et rassemblé. Un Gabon d'une prospérité toujours plus accrue. Un Gabon où il fait bon vivre, un Gabon immortel, un Gabon digne d'envie. Un Gabon émergent. Cela est possible. D'autres l'ont fait, nous le pouvons aussi. Aucun décret ne fera du Gabon un pays émergent. Nous ne le deviendrons que si nous le désirons ardemment, et si nous nous mettons résolument au travail dans un environnement international marqué par la concurrence. Nous devons prendre conscience qu'il nous revient de dessiner la place du Gabon en Afrique et dans le reste du monde. Nous avons le devoir, nous qui avons succédé aux pères fondateurs, d'aller plus loin afin de léguer à nos enfants un pays dont ils puissent être fiers. L'amélioration du quotidien des Gabonais est le fondement du contrat que j'ai passé avec mes compatriotes qui m'ont porté à la tête de notre pays. C'est fort de cela que j'ai proposé un projet de société avec des données maîtrisées et réalistes. Ce projet, auquel le peuple gabonais a adhéré, je l'ai décliné en un plan stratégique Gabon émergent, PSGE. Depuis 3 ans, nous avons mis en œuvre une politique de réforme économique et sociale ambitieuse qui guide désormais notre développement. Ces réformes sont aujourd'hui saluées par le gouvernement et par les organismes les plus compétents. Ainsi, la réforme budgétaire en cours nécessaire à la consolidation de nos finances publiques recommande que les pratiques
courantes dans nos administrations migrent progressivement vers les principes et les bonnes pratiques observées au plan international et véhiculées par les partenaires techniques et financiers dont le FMI, la Banque mondiale, l'Union européenne, la Banque africaine de développement, etc. Ces principes et bonnes pratiques prescrivent qu'avant d'être exécutée, toute dépense, notamment la dépense d'investissement, doit faire l'objet de plans de passation de marché, de plans d'engagement, de plans d'ordonnancement répondant au principe selon lequel l'État ne paye qu'après service fait. Cela permet de s'assurer que le règlement correspond bien au niveau de réalisation des travaux sur le terrain. Les résultats que nous avons atteints à ce jour ne sont pas encore satisfaisants à nos yeux, mais ils nous encouragent à persévérer dans la poursuite de notre rythme de réforme. Parmi les travaux que nous avons engagés, il y a aussi notre projet de code en matière de développement durable, qui sera la synthèse de toutes les réflexions évoquées au niveau mondial dans ce domaine. Il s'agit pour nous d'initier et d'être les premiers à mettre en œuvre une vraie politique dans le domaine de développement durable, non pas parce qu'il s'agit d'un sujet à la mode, mais parce que notre pays peut devenir le modèle du continent, voire, nous l'espérons, un leader mondial dans ce domaine. La loi que nous voulons mettre en place reposera sur les principes et les objectifs fondamentaux de l'action des pouvoirs publics, des opérateurs économiques et de la société civile pour assurer un développement durable. L'objectif étant de promouvoir un processus de développement qui intègre de manière équilibrée et synergique les dimensions économiques, sociales et environnementales pour satisfaire les besoins des générations présentes sans compromettre les capacités de générations futures à satisfaire leurs besoins tout en préservant notre patrimoine naturel, économique, physique, humain, social et culturel. Le développement durable que nous envisageons sera l'exemple de ce qui doit être fait pour que nos compatriotes retrouvent et reprennent possession de leur développement, grâce à la multitude de richesses dont nous disposons et que notre terre nous offre. Aujourd'hui, dans un esprit de responsabilité, tous nos efforts sont consacrés à la mise en œuvre de notre programme de développement dans la durée et sur l'ensemble du territoire national. Le pilier central de ce programme est le nouveau schéma directeur national d'infrastructure. Celui-ci permettra au Gabon de veiller à ce que les meilleures infrastructures se développent à travers la mise en place de projets prioritaires, planifiés et ordonnés dans tous les secteurs économiques. La seule manière de lutter contre les erreurs du passé reste le renforcement de notre dispositif institutionnel. Nous avons réuni des experts du monde entier pour travailler sur la compilation de ce projet et pour en faire un plan solide et réalisable, prêt à être mis en œuvre. C'est ce plan que l'exécutif met progressivement en œuvre. Nous croyons fermement qu'il s'agit d'un plan sur lequel nous, dirigeants gabonais, pouvons nous appuyer pour un développement global et harmonieux de notre pays. Le résultat attendu sera de doter notre pays d'infrastructures structurées et plus compétitives, assurant une croissance durable de notre économie. Les premiers fruits sont à présent visibles. Nous enregistrons en effet depuis 2010 une croissance économique qui oscille entre 5,6% et 6,7% dans un environnement international secoué par la pire crise économique survenue depuis des décennies. Il est à noter que pour la première fois depuis des décennies, la part hors pétrole de notre PIB contribue
pour plus de 12% à notre taux de croissance actuel. Pour atteindre les objectifs que nous sommes fixés, j'ai demandé dès 2010 au gouvernement de développer et de faciliter la réalisation de ce plan, lequel a été conçu en prenant en compte les infrastructures existantes, notre potentiel de croissance et notre vision d'un Gabon émergent. Cela induit la mise en synergie du Gabon industriel, du Gabon vert et du Gabon des services. Mon esprit, à travers les réformes engagées, est de démontrer à nos concitoyens, aux investisseurs potentiels et au monde entier que le Gabon est désormais une terre d'opportunités. Le schéma directeur que je vous présente aujourd'hui est le premier du genre initié et adopté par notre pays. Son articulation simplifiée conduit à la présentation d'un cadre comportant l'analyse économique des secteurs porteurs, leur potentiel d'évaluation, leur potentiel... qui m'appelle ? Leur potentiel d'évolution ainsi que la méthodologie utilisée, une stratégie fixant les orientations générales de l'État en matière de modernisation, de construction et de développement d'infrastructures respectueuses de l'environnement et participant du développement durable. La présentation d'un planning de lancement des projets et le rôle moteur que le secteur privé doit y jouer, la mise en place d'outils de programmation et de prise de décision conformes aux normes internationales, l'exécution du schéma directeur donnera une impulsion décisive à la diversification de l'économie gabonaise, stimulera l'investissement local et étranger direct afin d'améliorer les conditions de vie des populations. C'est ici qu'il convient de souligner la nécessité du partage des fruits de la croissance. Ce partage que nous avons présenté à travers le triptyque paix, développement, partage ne peut se faire qu'à travers la mise à disposition des populations des infrastructures de base que sont la route, l'hôpital, l'école, l'habitat, etc. Ce partage, c'est aussi la sécurité sociale, l'augmentation des allocations d'études, l'emploi et l'augmentation du pouvoir d'achat. Nous avons besoin, pour parvenir aux résultats escomptés, de marquer notre pleine et entière unité autour du projet Gabon émergent afin que ressorte notre véritable unité pour bâtir notre pays. En résumé, le plan stratégique Gabon émergent vise à faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025. Ainsi, la période 2009-2025 devrait voir la mutation d'une économie à faible valeur ajoutée et peu créatrice d'emplois vers une économie diversifiée, s'appuyant sur 3 piliers essentiels, le Gabon vert, le Gabon industriel et le Gabon des services, portés par un secteur privé dynamique et un tissu de PME créateurs d'emplois. La stratégie prévoit, durant la période 2009-2016, de bâtir les fondements de l'émergence à travers le développement d'un réseau national d'infrastructures économiques et sociales compétitifs, le renforcement du capital humain et des compétences nationales dans les nouveaux piliers de croissance. Des réformes conduisant vers la mise en place d'un environnement des affaires de rang international afin d'attirer un flux massif d'investissements privés, nationaux, étrangers et enfin la consolidation de la gouvernance, notamment à travers une réforme en profondeur et un renforcement des capacités de l'administration gabonaise. L'agenda 2012 du plan stratégique Gabon émergent marque une innovation majeure dans la stratégie de mise en œuvre avec un souci de synergie maximale dans l'action gouvernementale. Ainsi, 8 plans nationaux intégrés ont été élaborés, fédérant dans une démarche cohérente les actions prévues dans ce domaine par chaque ministère, dans lesquels une méthodologie commune, un travail d'équipe entre plusieurs ministères et un pilotage coordonné s'avèrent nécessaires pour une mise en œuvre efficace de l'action gouvernementale. De même,
Ces plans ont été déclinés en projets qui permettent de réorienter le fonctionnement de l'administration. Depuis 3 ans déjà, le gouvernement de la République met en œuvre le plan stratégique Gabon émergent, secteur par secteur. Des réalisations sont plus visibles dans certains secteurs. Les retards que l'on semble observer ici et là seront rattrapés conformément au nouveau programme de travail gouvernemental. Le plan stratégique Gabon émergent n'atteindra sa pleine mesure que si les PME-PMI gabonaises prennent une place plus affirmée dans notre économie. Je ne crois pas à un développement économique uniquement fondé sur les grandes entreprises. Nous avons besoin d'un réseau de PME-PMI dynamique, efficace et qui donne la pleine mesure du génie et savoir-faire gabonais. Honorables députés, vénérables sénateurs, vous l'aurez compris, il ne peut y avoir aucun développement dans la haine et la division. Honorables députés, vénérables sénateurs, vous l'aurez compris, il ne peut y avoir aucun développement dans la haine et la division. Les représentants du peuple que vous êtes doivent travailler sans relâche en vue de créer chaque jour les conditions de production d'un Gabon prospère à travers le vote de la loi, le consentement de l'impôt et le contrôle quotidien de l'action de l'exécutif dans les conditions prévues par la loi. Je vous demande, à vous le Parlement qui exercez une grande partie du pouvoir législatif et de contrôle de l'action gouvernementale, de vous approprier pleinement le plan stratégique Gabon émergent, duquel découle le schéma directeur national d'infrastructure, afin que vous l'utilisiez comme un outil devant vous aider à mieux comprendre les orientations générales prises par le gouvernement. C'est aussi un outil visant à faciliter le vote de la loi et le contrôle des activités du gouvernement en rapport avec l'exécution de la loi des finances et des lois générales. Le gouvernement vous soumettra dans les prochaines semaines un projet de loi d'orientation sur le plan stratégique Gabon émergent. Votre responsabilité serait entière si, du fait d'une absence de loi, certains pans du plan stratégique Gabon émergent venaient à ne pas être exécutés. Votre responsabilité serait entière si, par manque de contrôle de votre part, le gouvernement venait à ne pas respecter les délais et les normes d'exécution du plan. C'est pour ces missions nobles que les Gabonais vous ont donné mandat d'agir en leur lieu et place pour la construction d'un Gabon nouveau, un Gabon de l'ambition. L'ambition comme fondement de l'action, l'ambition comme moteur principal du développement. Si ceci est un rêve, nous l'assumons et nous vous invitons à le partager. Tel est le Gabon moderne que je défends. Tel est le Gabon que nous devons bâtir. Tel est le Gabon dont je suis venu vous parler. Vive la République. Vive la République. Que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie. Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, prononcé le mercredi 12 septembre 2012. Ça nous a fait combien de temps, les miens? Mon Dieu. Parler sans stop. Maintenant, on va faire le commentaire. Je voudrais d'abord vous laisser digérer un peu. On respire. Je peux avoir de l'eau? Alors, chers compatriotes, beaucoup parmi vous allez me demander pourquoi, maître, vous venez nous parler de ces discours? Pourquoi, maître,
vous nous faites lecture de ce discours. On ne veut pas écouter Ali Bongo. On ne veut pas savoir ce qu'il pensait. On ne veut pas savoir ce qu'il disait. On n'a rien à foutre de lui. Comment peux-tu nous gaspiller nos gigas pour venir parler d'Ali Bongo? Chers compatriotes, quand j'ai reçu ce texte, il est disponible, vous pouvez le trouver partout, sur même le site du journal officiel, sur le site de l'Assemblée nationale, vous allez le trouver, ce texte. Quand je l'ai découvert, quand j'ai découvert ce texte, j'ai pris le temps de le lire. Et c'est maintenant que je le finis, parce que je l'ai lu, je ne l'avais pas fini. J'ai lu toutes les parties relatives à notre histoire, au tribalisme et autres. Et c'est un combat, un constat que je partage. Je ne participe pas de la censure. Et je découvre pourtant gabonaise ce discours, juste par les temps qui courent. Alors que j'aurais dû savoir quel en était le contenu. J'aurais dû savoir ce qui se dit dans ce discours. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que défendait en réalité Ali Bongo? Vaguement dans la rue, on savait ce que pouvait défendre Ali Bongo au travers du plan stratégique Gabon émergent, mais nous n'avions pas véritablement accordé du temps à ce qu'il disait. Et ce qui fait un homme politique, oh bravo, ce sont des idées qu'il porte, ce sont des valeurs qu'il défend. Excusez-moi. Quand j'ai fini de lire ce discours, la première question que je me suis posée, c'est comment n'a-t-il pas pu incarner ce discours? Que s'est-il passé? Comment n'a-t-il pas pu incarner ce discours, le matérialiser? Mon Dieu, quand on lit ce discours, on se dit waouh, enfin on a un président, on a un leader, on a quelqu'un qui est en capacité de défendre le Gabon, de défendre les Gabonais. Et quand on dit ce discours, il est très actuel aujourd'hui. C'est pour cela que j'ai voulu vous le partager. Il est très actuel parce qu'il décrit bien évidemment la situation que nous sommes en train de vivre. Toutes ces voix de discorde, de la division, du tribalisme, de l'ethnicisme, du rejet de l'autre, eh bien, ont commencé il y a bien longtemps. Ont commencé à être amplifiées en 2009 et se sont développées bien plus après. Certains disent que ce qui est arrivé à notre compatriote Ali Bongo est le rejet du Gabonais et des Gabonais de son identité gabonaise. Je pense qu'on va aller s'asseoir même, parce que... Bon, on va finir là. Le rejet de son identité gabonaise, parce que beaucoup de nos compatriotes, notamment depuis la mort de son père, et qu'il a été d'aspiration présidentielle, n'ont pas voulu l'admettre comme tel, et n'ont pas voulu le considérer comme un Gabonais, et n'ont pas voulu qu'il accède à la magistrature suprême, parce qu'ils estimaient qu'il n'était pas un Gabonais comme les autres, qui pouvait prétendre, bien évidemment, à cette magistrature suprême. C'est pour cela qu'il fallait à tout prix l'exclure de cette responsabilité. Malheureusement, cela a entraîné beaucoup de haine, beaucoup de choses qui ont malheureusement conduit ce dernier à ne pas incarner pourtant des discours, des projets qu'il avait pour le Gabon. Beaucoup ont soutenu Ali Bongo parce qu'ils ont cru à son projet de société. Beaucoup ont soutenu Ali Bongo parce qu'ils ont cru, bien évidemment, à ce qu'il semblait incarner. C'était le fils d'Omar Bongo. Et il voulait être la rupture d'avec tout ce que nous avons reproché à son père. Il voulait incarner la rupture d'avec tout ce qui était reproché à son père. Nous nous rappelons ces discours. Ces discours, oui,
je suis désolée pour ceux que ça indispose. Ali Bongo a été président de la République gabonaise, c'est une personnalité. Et on ne peut pas penser l'histoire du Gabon en faisant comme si les 14 dernières années n'ont pas existé. On ne peut pas penser, avancer en faisant comme si bien évidemment Ali Bongo n'a jamais existé. Il a existé. Il a eu des convictions. Il a constitué un espoir pour les Gabonais. Il a été l'espoir de plusieurs Gabonais qui ont cru en son discours. Parce que quand Ali Bongo nous dit, pendant sa campagne, pendant ses élections, bien que beaucoup ne l'aient pas soutenu, que, eh bien, il était venu pour rompre avec des privilèges indus. Il était venu pour rompre avec, bien évidemment, cette manière de fonctionner pendant le règne de son père qui n'était pas en accord avec, bien évidemment, les idées qu'il défendait enfin. Et beaucoup ont cru à ce dernier, ont adhéré à ce dernier, beaucoup se sont engagés à ses côtés. Et toutes ces personnes qui se sont engagées aux côtés d'Ali Bongo, eh bien, savaient pertinemment pourquoi elles se sont engagées à ses côtés. Pour certains, parce qu'ils estimaient que bon, c'est le fils de Bongo, donc c'est lui qui a plus compétence à succéder à son père, donc il faut lui donner, il faut lui faire confiance. Et nous avons eu une crise, bien évidemment, de succession dans ce pays politique, où quand Omar Bongo est mort, eh bien chacun se revendiquait la paternité de ce dernier. Chacun se revendiquait être successible et au travers de cette succession accéder à la magistrature suprême. Donc tous les filleuls de Omar Bongo, André Baobab, pour ne citer que ceux-là, Casimir Oyemba et autres, se sont disputés le pouvoir pour chacun essayer d'être l'enfant du père qui va désormais porter le discours du père parti. Et malheureusement pour beaucoup, eh bien c'est Ali Bongo qui s'est maintenu au pouvoir, qui a été validé par le Parti démocratique gabonais et une partie du Parti démocratique gabonais qui n'était pas d'accord avec cette manière de faire a jugé bon de partir. Et c'est en réalité la classe d'opposants que nous avons aujourd'hui. Les principaux opposants que nous avons aujourd'hui sont le fruit de la scission du PDG, sont le fruit de la rupture du fait des difficultés nées de la succession politique de M. Omar Bongo Ondimba. Et donc, en réalité, si on dit que le PDG n'a jamais eu d'idéologie politique, c'est que l'Union nationale non plus n'a jamais eu d'idéologie politique. Parce que ceux qui ont créé l'Union nationale sont tous des PDGistes. Et qui ont grandi politiquement dans le PDG. Et donc, ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, c'est le fruit de leur école, de leur apprentissage au PDG. Ils ne peuvent donc pas être autre chose que ce que le PDG est en réalité. Au-delà de ce que Ali Bongo vous dit dans son texte, de vouloir s'exonérer de la responsabilité de leur gouvernance à tous. Et comme tous les principaux partis de l'opposition, tous ont été avec le PDG, tous sont de la génération parti unique, donc pensée unique, et Ali Bongo a très bien qualifié l'environnement politique de notre pays, qui était pour les uns le moyen d'accès avec facilité à l'emploi, à la richesse, pour d'autres, le moyen de sécuriser sa petite famille, le moyen de se revendiquer d'un tribalisme qui divise le Gabon. Et ce constat d'Ali Bongo est un constat que tous les Gabonais doivent pouvoir avoir en conscience aujourd'hui. Sauf si on voudrait continuer à avancer tête baissée, ne pas se poser de sérieuses questions. Et c'est ce que j'ai remarqué dans le discours d'Ali Bongo, au-delà des domaines très techniques, des questions qu'il abordait, mais il y avait dans ce que je défends beaucoup de mes valeurs dans ce discours. Et nous avons en partage le constat de la situation. Alors pourquoi n'a-t-il pas incarné ce qui s'est passé? Pourquoi n'a-t-il pas su incarner ce qu'il défendait? L'une des raisons, pas la seule, pas l'exclusive, à mon avis, c'est le rejet total de ce qu'il est, de ce qu'il incarnait. Pour beaucoup de Gabonais, le simple fait qu'il y ait eu toute une histoire autour de ses origines a légitimé son rejet. Et quand on rejette quelqu'un, on ne veut même pas l'écouter, on ne veut même pas savoir ce qui se passe. Et quelqu'un qui se sent rejeté, qui vous appelle une fois à discuter, à faire ensemble, il se sent rejeté une fois, il se sent rejeté deux fois, eh bien qu'est-ce qu'il fait? Il fait avec les personnes qui adhèrent à lui, il fait avec des personnes
eh bien, qui lui montre de l'amour et de la considération. Et c'est comme cela qu'Ali Bongo, qui au départ a commencé à faire avec beaucoup de Gabonais, des Gabonais de souche, pure souche, s'est retrouvé à devoir faire avec des étrangers, qui comprenaient peut-être la douleur de ce qu'il vivait, qui comprenaient peut-être ce qu'il rencontrait, qui comprenaient peut-être ce qu'il vivait dans son propre pays, après la mort de son père. Parce que pendant que son père vivait au Omar Bongo, personne n'a osé traiter Ali Bongo d'étranger, de Biafra. Tous les amis de Bongo, ou du moins toute la génération politique de Bongo père, appelaient cet enfant mon fils. Et de voir que les gens qui vous ont appelé mon fils toute votre vie, après la mort de votre père, se retrouvent à vous insulter, à vous renier votre identité, à vous remettre en question votre filiation alors qu'ils n'en ont pas le droit, je ne sais pas s'il y a pire destruction. Donc oui, nous, peuple gabonais, nous sommes en partie responsables de ce qu'est devenu Ali Bongo. Parce qu'Ali Bongo n'a pas commencé par être la mauvaise personne, l'incompétent ou quoi que ce soit qu'on peut lui attribuer à la fin. Il a commencé par bien faire. Il avait un discours clair sur ce qu'il voulait du Gabon, sur ce qu'il voulait au Gabon, sur comment est-ce qu'il voulait impacter le Gabon. Moi, j'ai connu l'époque de Omar Bongo où on partait de musique pour arriver à Libreville, la tête toute rouge de terre rouge, de latérite. Il n'y avait pas de goudron. J'ai connu cette époque. C'est sous Ali Bongo que beaucoup de routes se sont construites, beaucoup plus que ce qu'il y avait à l'époque de son père. Il faut être honnête de le reconnaître. Pas mal d'avancées ont été constatées sous Ali Bongo. Le rejet, qui est le fruit d'une éducation politique, des leaders de l'environnement politique gabonais qui ne voulaient pas d'Ali Bongo, sur, bien évidemment, des prismes de tribalisme, de xénophobie, au motif qu'il avait un élément d'extranéité. Il faut pouvoir se le dire aussi aujourd'hui. Parce que je n'ai jamais entendu, que ce soit à la télévision nationale, que ce soit dans les journaux écrits, une quelconque contradiction, un véritable débat sur des véritables questions comme celles qu'on a entendues, abordées bien évidemment dans ce discours que je venais de vous lire. Par contre, ce que l'on a entendu, c'est Ali Bongo n'est pas gabonais, il est nigérien, il est biafrais, il n'est pas le fils de son père. Il ne doit pas donc diriger le Gabon. Il ne peut pas être en responsabilité. Ce qu'on a entendu, c'est bien évidemment des caricatures qui ne renferment pas forcément de l'exigence de sérieux d'un certain nombre d'acteurs politiques qui ont la responsabilité d'éduquer le peuple. Parce que oui, c'est aussi le devoir des leaders, d'éduquer les masses. Ces masses qui ont soif de connaissances, ces masses qui ont besoin de savoir ce qu'il faut faire et à quel moment il faut le faire. Notre classe politique a échoué. Notre classe politique a échoué. Aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes se désolidariser d'Ali Bongo. Je vois beaucoup de personnes renier totalement l'existence de ce monsieur. Je vois beaucoup de personnes vouloir même faire croire qu'il n'a jamais existé. Et on est dans ce besoin de totalement effacer sa mémoire dans la mémoire collective du peuple gabonais. Encore une fois, on entraîne le peuple dans de faux débats, de faux discours. C'est pour cela que je voudrais vous amener à cette éducation de la République. Au-delà du temps que cela me prend ou que cela m'a pris de venir vous faire lecture de ces textes, je voulais quand même que vous le sachiez. Il y a beaucoup de députés de cette législature qui sont incapables de vous parler de ce discours. Parce que peut-être qu'ils étaient même à l'Assemblée nationale, même les députés du PDG, c'est d'ailleurs d'eux que je parle, qui étaient là à l'hémicycle ce jour, mais qui n'ont rien retenu de tout ce que je venais de vous dire. Alors que dans ce discours, il leur a été précisé ceci. Nous sommes venus vous présenter notre projet pour le Gabon. Nous sommes venus vous donner un outil pour nous contrôler, pour nous valider, pour nous sanctionner. Donc, si vous ne prenez pas en adoptant des lois qu'il faut pour pouvoir accéder à ces investissements, vous en assumerez l'entière responsabilité, bien évidemment. Vous assumerez l'entière responsabilité de l'échec qui découlera, bien évidemment, du défaut de mise en application de notre projet. Si vous ne nous contrôlez pas chaque jour, chaque temps, à chaque moment, sur comment est-ce qu'on utilise l'argent pour lequel vous votez, pour la matérialisation des projets que nous venons vous soumettre, eh bien vous serez tout aussi entièrement responsable de cet échec. Parce que les Gabonais vous ont élus
Vous êtes devenu parlementaire parce que vous êtes venu défendre les intérêts du Gabon, pas des intérêts particuliers. Donc si Ali Bongo vient vous donner un programme, vient vous dire que voilà ce que je vais faire en tant que président de la République, vous, Parlement, à qui le reconnaissez, bien évidemment, tout votre pouvoir, vous aviez la responsabilité de contrôler l'effectivité de ce qu'il est venu vous dire, de tenir ce dernier responsable de ses engagements et bien évidemment de contrôler ou d'être en capacité d'adopter des textes qui seraient de nature à permettre la matérialisation du beau projet qu'on vous a soumis. Chers compatriotes, très longtemps nous avons fui les débats, nous avons fui les vraies questions. Notre environnement politique a été sali des débats de quartier. C'est-à-dire que les leaders politiques qui devraient avoir dans un pays la responsabilité d'éduquer le peuple gabonais, qui devrait avoir dans notre pays la responsabilité d'instruire le peuple, la responsabilité d'inculquer des valeurs à nos compatriotes, se sont retrouvés à être des haut-parleurs ambulants, bien évidemment des bulles de Sogatray et de quartier, sans aucune conviction, sans aucune vision. Et je l'ai toujours dit, peut-être un peu très prématurément, que nous avons la difficulté à lire dans la classe politique de notre pays, le Gabon, une responsabilité à incarner véritablement un projet de société qui soit de nature à être une alternative. Parce que les combats politiques se sont toujours tournés sur des individus, des combats de personnes. Les combats politiques ont toujours été de venir dire combien Ali Bongo était laid ou beau, combien Ali Bongo était idiot, n'était pas allé à l'école, n'avait pas de diplôme. Quand on attendait ces hommes et ces femmes politiques sur le PSGE, voilà le plan stratégique Gabon émergent, voilà ce qui a été décidé. Qu'avons-nous décidé de faire? Qu'avons-nous décidé de construire? Comment contraignons-nous Ali Bongo, bien évidemment, à être dans l'observation de ce qu'il est venu nous chanter pendant je ne sais pas combien d'heures ça nous a fait ce discours? Vous comprenez donc, chers compatriotes, que l'heure n'est plus à nous tromper. Le discours d'Ali Bongo est un discours fort, est un discours puissant, est un discours actuel. C'est pour cela que j'ai voulu vous le partager. Parce que j'estime qu'il n'est plus question pour nous Gabonais aujourd'hui de fuir les débats, de fuir les discussions, de fuir les sujets. Il n'est plus question aujourd'hui de faire l'autruche. Il n'est plus question aujourd'hui d'ignorer les problèmes. Quand il y a des problèmes dans notre pays, vous avez vu au départ de la transition, on a voulu ignorer, bien évidemment, cette question de tribalisme qui a été révélée par les autorités de la transition, en tête desquelles le président de la transition, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a fait la promotion de ce tribalisme-là. Et dès lors qu'il a vu que, bien évidemment, cette situation prenait des propensions qui étaient possibles de nous conduire dans une guerre civile, c'est là où ils reviennent pour essayer de se rétro-pédaler. C'est dire la responsabilité, parce que si le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, et l'équipe qui l'accompagne aujourd'hui, avaient ne serait-ce que eu l'intelligence de lire le discours d'Ali Bongo en 2012 devant le Parlement réuni en congrès, je vous assure qu'il ne se serait pas permis des écarts qui s'est permis à Oyem et partout dans le Gabon où il va, qui font la promotion justement du tribalisme, de la xénophobie et de tous ces comportements qui peuvent malheureusement demain nous condamner, bien évidemment, à nous entretuer. C'est donc prendre la mesure. Ali Bongo peut avoir tenu ce discours. Ali Bongo peut avoir fait ce diagnostic qu'il a fait avec l'argent du contribuable gabonais au travers de tous les meilleurs experts qui sont venus séjourner au Gabon pour étudier la population gabonaise, pour vérifier de toutes les difficultés par lesquelles ces populations passent et pour nous sortir un document scientifique qui était la référence pour cocher des cases, de nous sortir de cette situation de difficulté. Ce document, ce discours nous appartient. Parce qu'Ali Bongo ne l'a pas écrit tout seul dans son petit recoin. Et ce discours porte justement un diagnostic de la situation de l'environnement socio-politique de notre pays qui mérite que bien évidemment tous les Gabonais le lisent, le comprennent et puissent le revendiquer. Ali Bongo peut être celui qui peut-être a permis la matérialisation de ce discours et ne pas être pas la matérialisation de ce discours, peut être la personne qui a été ou qui aurait été l'éditeur
de ce discours et peut ne pas être la personne qui matérialisera ce discours. C'est pour cela qu'on dit souvent que les idées appartiennent à ceux et celles qui les mettent en pratique. Ali Bongo a tenu un discours qui mérite un grand intérêt, surtout dans le contexte que nous traversons aujourd'hui. Si vous m'avez écouté religieusement, vous devriez vous rendre compte que tout ce que nous vivons aujourd'hui, Ali Bongo l'a prédit en 2012. C'était la conséquence logique. Peut-être n'était-ce pas lui qui, bien évidemment, a porté ses réflexions, mais il a eu l'intelligence de solliciter des cabinets de conseil. McKinsey International, aujourd'hui il y a MFI Conseil, il y a d'autres cabinets qui ont fait le travail nécessaire pour arriver à ce constat et à apporter, bien évidemment, une voie qui soit de nature à prévenir des dangers que nous pouvons connaître, bien évidemment, dans l'affirmation des comportements qui sont en réalité criminogènes, c'est-à-dire qui favorisent le crime. Il n'est donc pas aujourd'hui question pour le Gabonais lambda de se retrouver dans une configuration qui serait de nature non seulement à fuir les sujets sérieux ou à se morfondre encore dans la paresse intellectuelle, bien évidemment, d'exclure les gens au motif de leurs appartenances ou de leurs idéologies d'hier. Voilà comment nous sommes dans une difficulté parce que on a envie de croire qu'il y a eu véritablement des vrais sorciers dans ce pays. Et ces sorciers, Ali Bongo en a parlé en 2012. Et ce sont ces sorciers qui continuent de gouverner ce pays. Et ce sont ces sorciers qui nous condamnent justement à la précarité que nous connaissons tous aujourd'hui. Parce que beaucoup sont contre le fait de rétablir la République, de l'établir. Et surtout de donner la possibilité à chaque citoyen de pouvoir accéder à sa pleine citoyenneté au travers de l'observation, bien évidemment, de ses devoirs, mais aussi de la revendication et bien de ses droits. Nous voilà aujourd'hui à l'ère de nous reposer les questions, bien évidemment, de l'époque des cavernes, d'époque qui, bien évidemment, ne renferme pas de la constatation d'une véritable citoyenneté construite au travers de notre histoire commune, que nous devons assumer au-delà des difficultés, des échecs, des insuffisances, mais qui doit nous servir à aller de l'avant et aller plus loin. Le Gabon est notre pays à tous, c'est notre bien commun. Les divisions ne sont pas la solution, la haine encore moins. La contradiction doit être promue. La contradiction doit être promue. Et nous devons tous, chacun à notre niveau de responsabilité, porter la voix de la République qui mènera les Gabonaises et les Gabonaises à se poser de véritables questions qui concernent l'intérêt général et qui concernent la vie de la République. Au lieu de nous recroqueviller sur des excuses faciles du quartier qui consistent à exclure les gens pour des motifs qui n'honorent pas la République et qui sont en réalité constitutifs naturellement d'infractions à la loi pénale. Chers compatriotes, me voilà devant vous, vous appeler à cet effort patriotique, à cet effort républicain, à cet effort citoyen. Cet effort qui ne doit plus vous laisser, bien évidemment, distraire par des personnes qui vont venir gueuler en longueur de journée sur des individus au motif des détestations ou des haines qu'ils exprimeraient à leur égard, qui se fondent naturellement sur des sujets qui ne sont pas d'intérêt pour nous. Nous voulons aujourd'hui, à l'heure où notre pays traverse l'une de ces périodes les plus précaires et difficiles, institutionnellement parlant, à l'heure où notre pays est aux mains des personnes qui sont arrivées au pouvoir par effraction, à l'heure où notre pays, bien évidemment, est au tournant de son histoire où il devrait se révéler une identité finalement patriotique, républicaine et démocratique, nous devons prendre la mesure des enjeux et ne plus nous fondre dans le folklore politique qui rime avec, bien évidemment, des caricatures qui n'honorent pas le débat public et qui ne sont pas de nature à nous permettre le respect de notre dignité. Quand le débat sur Ali Bongo, la personne d'Ali Bongo avait commencé sur ses origines, j'ai été l'une des voix à dire à nos compatriotes qu'il n'était pas, bien évidemment, de bon escient de tomber dans ce genre de bassesse. Pourquoi? Parce que nous avons la preuve que les discriminations n'ont pas de limite. Quand on commence une discrimination, on va jusqu'au bout de cette discrimination parce que à chacun des échelons, bien évidemment, on trouvera toujours la discrimination. Et si vous n'avez pas compris ce qu'Ali Bongo disait en 2012, quand il parlait de ce que, bien évidemment, l'autre c'est, quand on est femme, le femme, par exemple, de l'estuaire, quand on est femme, du Wellington, quand on est femme, l'autre c'est aussi l'autre tribu, l'autre c'est aussi le fond de Minzik, quand on est de Mitam,
L'autre, c'est aussi... Donc, vous comprenez qu'en réalité, quand on tombe dans ce saut de discrimination en trans, on finit par ne plus, bien évidemment, se retrouver parce que au fur et à mesure, on poussera le vice plus loin. Et chacun discriminera à chacun des échelons. À l'échelon national, on discriminera. À l'échelon international, on discriminera. Bon, international, on discriminera. National, on discriminera. Régional, on discriminera. De commune, on discriminera. Départemental, on discriminera. Villageois, on discriminera. Tribal, on discriminera. Ainsi de suite. Le chemin de la discrimination n'a pas de fin. Et je pense que nous aurions dû, surtout les PDGistes, c'est pour cela que, franchement, aujourd'hui, quand je vois tous ces appels de nos compatriotes à m'engager en politique, Maître Essola, on a besoin de vous. Engagez-vous en politique. On a besoin d'un leader comme vous. On a besoin que vous soyez notre représentante. Vous défendez si bien la République, vous l'incarneriez. J'ai envie de dire, si je devais venir à prendre cette décision, ce n'est pas parce que j'aurais eu trop de Gabonais qui me le demandent. Aussi, parce qu'il va me falloir me préparer à me retrouver demain dans une situation où tous ceux qui m'ont encouragé à m'engager m'abandonnent. Parce que malheureusement, notre pays fonctionne ainsi. Parce que malheureusement, notre pays fonctionne comme cela. Parce que malheureusement, c'est comme ça que nous fonctionnons dans ce pays. Pourquoi? Parce que, eh bien, si on croyait à des idées, si on mettait en place véritablement des idées et qu'on les défendait, je vous assure, chers compatriotes, excusez-moi, si on croyait à des idées, je vous assure que Ali Bongo n'aurait pas failli. Parce que les premières personnes qui avaient la responsabilité, eh bien, d'accompagner Ali Bongo dans la matérialisation de son projet, c'était les PDGistes. Mais qu'ont fait ces députés du PDG pour accompagner Ali Bongo dans l'effectivité de sa vision pour le Gabon, qui était une si belle vision, qui était une si grande vision. Le projet de société d'Ali Bongo a été l'un des projets les mieux travaillés, les mieux scrutés. Un projet tellement réaliste et réel, qui coïncidait avec, bien évidemment, les préoccupations de nos compatriotes et qui était de nature, s'il venait à être mis en application de par comment il a été conçu, bien évidemment, à transformer fondamentalement notre pays et à nous faire accéder à la dignité humaine. Sauf que, eh bien, Ali Bongo n'a pas eu un leadership qui a pu fédérer et des adeptes à ses idées, mais des adeptes à sa petite personne qui, parce que dépositaire de puissance publique, jouissant de son discrétionnaire à nommer ou dénommer, beaucoup lui ont exprimé leur solidarité indéfectible en considération de ce qu'ils pouvaient avoir en contrepartie. Ce n'était pas un engagement sur des valeurs. Ce n'était pas parce qu'ils croyaient tant à ces discours, beaux discours de M. Ali Bongo. Ce n'était pas non plus parce qu'il partageait ses convictions de refonder un Gabon nouveau. C'était essentiellement parce que, bien évidemment, ce qu'ils défendaient était ce que eux, ils revendiquaient. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des acteurs politiques qui veulent tout attribuer à Ali Bongo, sans pour autant qu'eux-mêmes se remettent en question, pour se poser la question de ce qui s'est passé dans l'ineffectivité de tout ce qui a suscité espoir dans les cœurs des Gabonais. Nous avons été nombreux à avoir beaucoup d'espoir, bien évidemment, dans le projet de société d'Ali Bongo, dans le plan stratégie Gabon émergent, qui est un document, si vous le lisez, je vous assure que vous allez tomber in love of that, mais que nous n'avons pas su, bien évidemment, mettre en application parce que nous n'avons pas eu des acteurs de conviction dans ce qui était prévu. On a une catégorie dans notre pays d'acteurs politiques, eh bien, qui résument leur militantisme à plaire, au devoir de plaire à un homme, au devoir de plaire à un individu, et qui ne savent même pas plaire. C'est comme moi aujourd'hui, je suis une jeune femme, magnifique, agréable, belle, et puis j'ai envie de séduire un homme intellectuel, j'ai envie de séduire un homme politique par exemple, j'ai envie de séduire un homme dont je sais l'attachement dans la lecture, un homme dont je sais l'attachement, bien évidemment, dans tout ce qui est instruction, débat politique.
Et puis me voilà en train de me tenter de séduire ce dernier, eh bien, par d'autres mécanismes qui ne coïncident pas avec, bien évidemment, ce qui intéresse réellement cet homme. Je vais me faire belle tous les jours, ni 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 ni. Je vais me mettre en sexy tous les jours, ni 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 ni. En lieu et place, par exemple, de lui partager mes expériences de lecture, en lieu et place, par exemple, de lui recommander une lecture, un film, un débat à regarder sur lequel on peut discuter, sur lequel on peut se faire des conclusions. Donc, mon attitude intéressera la personne que j'ai envie de séduire. Donc, si les PDGistes voulaient vraiment accompagner Ali Bongo, je pense que ces PDGistes se seraient approprié le discours d'Ali Bongo, le plan stratégique Gabon émergent, et auraient tout fait pour le matérialiser dans chacune de leurs actions. Mais ils étaient les premiers à être en totale contradiction de la volonté de leur chef. Ils étaient les premiers à être en totale contradiction de ce que voulait ce monsieur. Ils étaient les premiers à le combattre même parce que quand on prône le défaut de favoritisme et qu'on est soi-même député d'Ali Bongo et qu'on fait le favoritisme dans notre village et qu'on porte les dossiers de nos parents pour aller les soumettre à des ministres amis, le live est signalé. En termes de biens matériels, de ce qu'Ali Bongo pouvait leur apporter en termes d'acquis sociaux, de ce qu'Ali Bongo pouvait leur apporter. Et je pense que c'est ce qui a créé aussi quelque part la discorde avec ses propres militants. Il devait d'abord être conscient qu'il n'avait pas de militants, que tous ces partisans du PDG étaient des PDGistes omariens. Donc, quand on a été PDGiste toute sa vie omarien, Ali Bongo n'a jamais été, avant la mort de son père, un leader du PDG. Il a été député, bon, peut-être dans une circonscription pas très connue, où il n'y avait pas grand monde non plus, où il y avait quelques personnes que l'on pouvait facilement, et bien évidemment, asseoir pour pouvoir accéder à l'hémicycle. Eh bien, il n'a donc jamais véritablement eu d'aspirant à lui. Donc, il a hérité d'un pouvoir qui n'était pas le sien, avec une vision qui était totalement en contradiction de ce qu'est la politique et la pratique de ce pouvoir. Ali Bongo a hérité du PDG de son père, dont la pratique et les valeurs étaient en totale contradiction de ce dont il faisait la promotion. Lui, il voulait prôner la rupture. Vous ne pouvez pas utilement prôner la rupture avec des personnes qui militent pour la rupture. Le PDG, depuis sa création, a milité pour tout ce qu'Ali Bongo voulait rejeter dans son programme. Comment voulez-vous donc que ce PDG soit de véritable solidarité à cet Ali Bongo, si ce n'est se constituer eux-mêmes des personnes qui vont lui mettre les bâtons dans les roues? Donc, je pense qu'Ali Bongo a manqué de construire son leadership et de voir adhérer les gens en cette considération. Il a hérité d'un parti politique qu'il n'a pas créé, qui n'était pas le sien, qui avait des usages, des coutumes, des pratiques qu'il voulait bien évidemment combattre. Comment allez-vous penser être soutenu par un parti politique dont l'idéologie est l'extrême opposé de ce que vous incarnez? Il faut vous attendre à deux choses. Soit ce parti politique, vous trahira, ne sera jamais d'accord avec vous, en vous donnant l'illusion de vous soutenir, en vous donnant l'illusion d'être avec vous, parce que naturellement, ce parti politique se retrouverait dans une situation, bien évidemment, de besoin de vivre, parce que a envie d'accéder à des postes à responsabilité, envie de profiter de vous, mais sans véritable conviction dans ce que vous incarnez, dans ce que vous défendez. Il aurait donc fallu à Ali Bongo, bien évidemment, de créer sa propre ligne politique, indépendamment de celle de son père, son propre parti politique, indépendamment de celui de son père, et ainsi se battre pour ses idées. Se battre pour ses idées, jouissant du privilège de ce que naturellement, il était le fils de son père, il avait les moyens financiers qui pouvaient l'amener à se maintenir au pouvoir. Mais en définissant sa propre voie, en s'excluant totalement de l'ambition PDG, de la philosophie PDG. Parce que quand on lit les discours d'Ali Bongo, quand on regarde ses vidéos de campagne, que ce soit de 2009, que ce soit bien évidemment de, comment vous l'appelez, que ce soit de 2009, que ce soit de plus tard, 2016, vous convenez que Ali Bongo a été en totale opposition de tout ce qu'incarnait bien évidemment le PDG.
Il voulait donc la rupture. Mais tu ne peux pas scier la chaise sur laquelle toi-même tu es assis. Et ça, c'est Jean Ping qui aime à le dire aux gens, ou qui aimait à le dire aux gens. Tu ne peux pas scier la chaise sur laquelle tu es assis. Ali Bongo a commis une erreur fatale et qui lui a été fatale au-delà de ses bonnes idées, au-delà de sa volonté d'instaurer enfin la République et de rompre avec les privilégiés indus, ce qui lui a valu d'ailleurs l'animosité et la violence, la haine qui a été bien évidemment entretenue pendant tout son règne. Ali Bongo a voulu être assis sur le PDG et en sciant en même temps ce qui fonde ce PDG, les valeurs de ce PDG, l'âme de ce PDG, l'identité de ce PDG. Parce que oui, ces PDG ne savent pas faire autre chose que ce qu'Ali Bongo dénonçait. Ces PDG ne savent pas faire autre chose que ce qu'Ali Bongo dénonçait. Que ce soit les PDG, que ce soit leurs alliés, ils ne savaient faire une chose que ce qu'Ali Bongo dénonçait. Alors comment pouvait-il penser que les gens lui exprimeraient indéfectibilité en le respectant véritablement, alors qu'il tient un discours de rupture qui soit de nature à mettre à mal les intérêts des personnes qui lui expriment indéfectibilité. D'où ces indéfectibilités et ces soutiens de façade que le CTRI a révélé, parce qu'on s'est retrouvé avec des anciens ministres et des acteurs politiques de M. Ali Bongo qui étaient même incapables, ne serait-ce que de voler à son secours, et qui jusqu'aujourd'hui ne veulent même pas entendre qu'on aborde le sujet de leur appartenance d'hier à M. Ali Bongo. Aujourd'hui, l'heure n'est donc plus pour moi, et je vous y invite, de désigner des coupables, de dire que tel est coupable, tel est coupable, tel est coupable. L'heure est d'avoir le courage, d'assumer d'écouter les gens, de les laisser aller jusqu'au bout de leurs pensées, même les personnes contre qui vous êtes, sans développer une quelconque haine, sans développer une quelconque jalousie, ou un quelconque rejet, et d'être en capacité de porter une contradiction qui soit de nature à véritablement permettre aux compatriotes gabonais qui nous regardent de savoir quel est le fond de la pensée de X, quel en est de l'autre, et quelles sont les capacités au-delà des mots, au-delà des projets, au-delà des idéaux que nous défendons les uns et les autres, à incarner ce qu'ils défendent. Et comment est-ce qu'ils entendent l'incarner? Parce que de part, comment est-ce que l'on voit comment vous organisez l'incarnation de ce que vous défendez, on peut déjà savoir s'il peut y avoir des résultats ou pas. Si en 2009, j'étais déjà capable de discernement, et notamment politique et public, je me serais permise de dire à Ali Bongo qu'il n'était pas possible pour lui de penser combattre l'ancien système en se maintenant au PDG et en faisant du PDG son parti politique et sa force de base. Parce que lui qui a été au PDG pendant longtemps, et il le dit bien évidemment, qu'il est resté longtemps, bien évidemment, en opposition, que ce soit au Parlement ou ailleurs, avec plusieurs de ses compatriotes qui ne reflétaient pas, bien évidemment, le destin nécessaire de la République. Et donc aujourd'hui, il était, en tout cas, il m'aurait été permis à cette époque-là, en 2009, si j'avais le discernement dont je joue aujourd'hui, eh bien, la possibilité de lui dire, Monsieur Ali Bongo, soit vous voulez prôner la rupture avec l'ancien système, vous sortez du PDG, vous créez votre mouvement politique et puis vous fédérez autour de vos idées et vous avez autour de vous des personnes qui partagent véritablement vos convictions, pas des personnes qui sont déjà habituées à un certain fonctionnement et bien qui ne renferment pas des objectifs et des ambitions de votre projet. À partir de cet instant, c'était vous tirer vous-même une balle dans le pied. À partir de cet instant, c'était vous-même constater votre échec politique. À partir de ce moment, c'était vous-même constater, bien évidemment, l'impossibilité pour vous de matérialiser votre si beau projet. Oui, c'était un beau projet qui a même commencé à être mis en œuvre. Moi, j'ai été étudiante et enceinte au Gabon. Et étudiante enceinte, je le dis à qui veut l'entendre, j'ai bénéficié de la réduction des frais de consultation, qui sont d'ailleurs gratuits dans les établissements publics. Mais pour moi, qui les avais dans les établissements privés, donc des cliniques, eh bien, j'avais une compensation de la CNAMGS. Même pour mon hospitalisation pour l'accouchement, j'avais une garantie de la CNAMGS en tant qu'étudiant. Quand j'ai été à l'université Omar Bongo en droit, oui, je le répète, eh bien,
j'ai validé ma première année au premier tour sans rattrapage. Et donc, ma bourse avait été automatiquement revalorisée. La deuxième année, j'avais une bourse de plus de 120 000 francs en lieu et place de 83 000 francs. Je n'ai jamais eu à faire une quelconque procédure pour pouvoir accéder à quoi que ce soit. Je ne savais même pas que c'était possible que dans un cycle, on ait une bourse revalorisée. Donc, eux seuls savent, ce sont des mesures et des politiques publiques qui ont certainement été mises en place. Et c'est ce qui m'avait été expliqué à l'Agence nationale des bourses et stages, que naturellement, il y avait la possibilité d'encourager les compatriotes de par leurs résultats, pour les amener justement à beaucoup plus d'efforts. Oui, donc j'ai bénéficié de cela. C'est pour cela, chers compatriotes, que je voudrais vous dire que j'admire beaucoup vos appels à m'engager en politique. J'admire beaucoup vos interpellations à cette nécessité, bien évidemment, d'incarner un véritable engagement politique autour des valeurs, autour des convictions, et qui serait de nature, bien évidemment, à fédérer et faire fédérer plusieurs de nos compatriotes, afin de les mener à cette possibilité d'incarner autre chose que ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais, je voudrais être en phase avec moi-même, à ne pas m'engager parce que vous me demandez de m'engager, à m'engager parce que je veux m'engager, parce que je suis en capacité d'essuyer les déceptions, à m'engager parce que je suis en capacité d'essuyer le rejet, à m'engager parce que je crois fermement à mes valeurs et à ce que j'incarne aujourd'hui, la République, ses valeurs, ses critères et bien évidemment ses grands principes. Et donc, si je m'engage dans cette considération, c'est pour cela que je vous dis que vous tous qui aujourd'hui m'exprimez votre bien grande bienveillance et qui voulez que je m'engage en politique, je voudrais vous demander de ne pas penser me rejoindre ou me soutenir si jamais demain je venais à vous déclarer finalement un engagement politique au motif que vous voudriez de moi que je sois d'accord avec tout ce que vous dites. Non, ce n'est pas cela le jeu politique. Au motif que, eh bien, je sois là à répondre à toutes vos petites frustrations du quartier. Comme vous n'aimez pas une telle personne, eh bien, vous ne voudriez pas que je parle à cette personne, non. J'ai toujours dénoncé dans ce pays ce défaut de leader, ce défaut de leadership, parce que la quasi-totalité de nos acteurs politiques a toujours été, bien évidemment, des personnes qui sont leadées par le peuple et par les foules, alors que ce sont des leaders qui doivent, bien évidemment, entraîner les foules, entraîner, bien évidemment, ceux qui adhèrent. Malheureusement, au Gabon, on a une catégorie d'acteurs politiques qui s'accrochent sur les actions des populations et qui essayent de recourir à une certaine idée de légitimité derrière ces actions. En lieu et place de définir clairement leurs ambitions pour le Gabon, leurs aspirations, et qui seraient de nature, très naturellement, à fédérer, à impulser le besoin de s'engager et à permettre aux uns aux autres d'adhérer en âme et conscience. L'engagement dans notre pays est encore réduit à l'espérance d'un poste à responsabilité. C'est pour cela que je dis à mes compatriotes qui me regardent et qui voudraient bien évidemment que je m'engage en politique que ne venez pas vous engager en politique peut-être parce que vous remarquez qu'en ce moment, je suis très sollicitée de part et d'autre et que peut-être en ayant cette possibilité, je peux avoir facilement des ouvertures pour vous de vous trouver des postes. Quand on s'engage en politique, on croit à des convictions, on croit à des valeurs. On établit un projet de société. Et ce projet de société, tout le monde doit mouiller le maillot. Tout le monde doit jouer sa peau pour y parvenir. Et donc, quand on est dans ce dynamisme-là ou dans cette dynamique, bien évidemment, de pouvoir incarner, bien évidemment, ce qu'on défend, on doit pouvoir être avec des personnes qui portent ce combat, qui portent ces objectifs partagés et si on accède au pouvoir, bien sûr qu'on gouvernera ensemble. Bien sûr qu'on gérera le pays ensemble parce qu'on se serait battu ensemble. Nuit et jour, sans dormir, à réfléchir à ce Gabon de demain, à réfléchir à quelle devrait être l'identité du Gabon de demain, quelles devraient être les valeurs défendues par le Gabon de demain et comment est-ce qu'on fait pour réaliser l'ambition d'une république effective. Donc si ce travail, nous le faisons en amont, ensemble, chacun avec son lot de sacrifices et de privations, bien naturellement que quand nous accédons au pouvoir, parce qu'on s'engage en politique pour être le haut-parleur éternel des frustrations de tous les compatriotes, mais pour accéder au pouvoir, et on se donne les moyens de cet accès au pouvoir. Et quand on doit accéder au pouvoir, c'est pour gérer ensemble.
Sauf que Ali Bongo, je pense, dont on peut faire aujourd'hui quand même le bilan, malheureusement, n'a pas eu de personne qui était engagée à ses côtés et qui croyait à ses idées, qui croyait en ses convictions. Les idées promues dans le PDG sont les idées de Omar Bongo, les idées qui étaient en totale contradiction avec, bien évidemment, les manifestations de volonté d'alternance ou d'accès à la rupture d'avec les vieilles pratiques qui sont d'une prévarication des ressources étatiques, qui ne dit pas son nom, et qui sont d'une réduction en esclaves et d'esclavage beaucoup de nos compatriotes. Donc quand Ali Bongo, lui, vient sans base politique solide, avec, bien évidemment, ce qui lui reste de l'héritage de son père, un héritage politique, alors qu'il ne partageait pas, si on se fie bien évidemment à son projet de société et à ses discours, bien évidemment, la vision politique de M. Omar Bongo, son père, feu. Il était donc prévisible qu'Ali Bongo ne pouvait réussir. Parce qu'il était déjà combattu dans son propre camp. Parce qu'il se battait contre les intérêts de ses propres partisans. Donc de ceux qui devaient être le socle de son pouvoir, de ceux qui devaient être l'âme de son pouvoir. Malheureusement, ces derniers n'étaient pas en capacité, bien évidemment, de se reconnaître dans le projet d'Ali Bongo, qui était pour eux une mise à mal de leurs intérêts particuliers, égoïstes parfois. Mais encore une fois, l'illusion du soutien a été entretenue pour espérer ou faire espérer Ali Bongo d'une indéfectibilité qui ne tient à rien du tout, d'après, bien évidemment, la réalité que nous constatons tous sous le CTRI. Donc, chers compatriotes, un engagement politique, ce n'est pas de l'amusement. C'est un engagement qui doit être assorti de beaucoup de privations. C'est un engagement qui doit être assorti de beaucoup de sacrifices. Et n'entendez pas vous engager en politique parce que vous aimez bien voir Madame Marlène Fabienne et Soleil Fontam, ou Maître Marlène Fabienne et Soleil Fontam. Ne venez pas me parler de politique ou d'un quelconque engagement politique si vous n'avez pas les outils nécessaires de recul par rapport à la lucidité que certaines situations peuvent exiger. Donc, je voudrais bien qu'on fasse un peu de route ensemble. Je voudrais bien qu'on arrive à peut-être finalement décider d'un engagement sérieux politique, mais je voudrais avant tout que nous soyons conscients de ce que on ne s'engage pas en politique parce que on veut trouver le chemin le plus court pour pouvoir accéder à l'argent, pour pouvoir accéder au pouvoir, pour espérer un jour être acheté par Oligui, pour qu'il nous taise, pour ne pas nous constituer bien évidemment son opposition. Si ces idées-là font partir de vos réflexions, il faut les proscrire, ou du moins il faut abandonner toute idée de me rejoindre dans un quelconque combat politique, parce que je ne suis pas en train de fabriquer une chambre de recrutement pour l'exécutif, bien évidemment, afin d'amoindrir le combat qui est le nôtre, le combat pour la République, qui est un combat permanent et que nous devons mener avec beaucoup de détermination, de rigueur et surtout de responsabilité. Je vous invite donc à cette responsabilité, responsabilité dans des engagements, responsabilité dans l'action que nous voulons peut-être éventuellement politique et surtout conscience, pleine conscience des sacrifices nécessaires et des privations que nous allons devoir, bien évidemment, observer pour la matérialisation et l'effectivité de toutes nos aspirations. Rien n'est impossible si nous sommes sérieux dans un engagement pour les valeurs, pour la République, sur un projet de société clair, bien évidemment que nous pouvons réussir avec beaucoup de détermination, beaucoup de privations, de sacrifices et un amour désintéressé de tous nos compatriotes, sans les distinguer selon leurs origines. Sans m'exprimer, par exemple, en tant que femme, moi je voudrais que les femmes comme ci, comme cela, je suis gabonaise. Et c'est en tant que gabonaise que je voudrais que nous pensions le Gabon. C'est en tant que gabonaise que je voudrais que nous changions les conditions de vie de nos compatriotes. Et c'est en tant que gabonaise que je voudrais que nous construisions ce Gabon de demain dont nous rêvons et que nous voudrions bien évidemment reléguer à nos enfants. Parce que la République, c'est moi. Parce que la République, c'est vous. Parce que la République, c'est nous. Alors vive la République pour que vive le Gabon. Vraiment, prenez de la peine, ayez de la peine, allez lire les discours, allez vous informer. Beaucoup de ces discours peuvent nous être utiles dans nos combats futurs. À charge pour nous, bien évidemment, de les revendiquer et de les matérialiser. Ali Bongo peut avoir posé un très bon diagnostic de la situation. Malheureusement, il n'a pas eu la clairvoyance et peut-être l'intelligence, bien évidemment, de s'accommoder ou de s'accompagner d'une équipe dont il était sûr
des convictions en partage. Il s'est laissé accompagner par un PDG qui ne correspondait plus à ce moment-là à ses valeurs ou qui ne correspondait pas du tout à ce qu'il essayait d'incarner. Pourtant, il a essayé d'incarner quelque chose. Et à bien des égards, il y a des choses qui ont marché. Il y a des choses qui ont été de véritables succès et qui ont soulagé de nombreux compatriotes. Mais malheureusement, il y a eu le revers de ce PDG qui voulait absolument s'éterniser au pouvoir et qui voulait absolument rester dans le système Bongo PDG, comme beaucoup l'appellent affectueusement ou trivialement. Alors qu'aujourd'hui, pour ne parler que du sujet des 5000 logements, vous l'avez tous vu. Quand Ali Bongo a pris la décision de construire 5000 logements par an, c'était une décision qu'il avait réfléchi, il savait qu'ils avaient les moyens de le faire. Sauf qu'à l'étape de la matérialisation, la redistribution des premières maisons construites, il y en avait eu, je crois, au moins une vague de 5000, eh bien, c'est fait non pas entre les nécessiteux, mais entre ceux qui avaient déjà tout de l'État, c'est-à-dire des leaders, des responsables, des directeurs d'administration, des ministres, qui s'octroyaient ces biens qui devaient revenir aux populations. Comment voulez-vous qu'un homme gère seul un pays? Ali Bongo, au-delà de ses bonnes idées, ne pouvait pas gérer seul ce pays. Pour qu'il gère et qu'il matérialise tout son projet pour le Gabon, il fallait qu'il y ait, bien évidemment, des hommes et des femmes qui l'accompagnent, qui sont en capacité, bien évidemment, d'incarner ce discours à chacun des échelons de leur responsabilité. Malheureusement, Ali Bongo a eu le malheur, bien évidemment, de payer cher de ses origines, supposées ou vraies, a eu le malheur de perdre son père et d'être jeté en pâture par ceux et celles qui hier l'appelaient mon fils devant son père, comme cet orphelin maltraité, rejeté, battu, eh bien Ali Bongo s'est retrouvé jeté en pâture par les siens. Peut-être parce qu'il voulait rompre avec l'ordre ancien qui incarnait son père et qui ne coïncidait plus avec les exigences de vie actuelles. Alors aujourd'hui, nous ne voulons plus des leaders qui, bien évidemment, en tout cas, je ne voudrais pas être le genre de leader qui attire des foules, mais dont 80 ou 90% de ces foules-là, ou de cette foule-là, bien évidemment, ne croit en rien, n'est fidèle en rien à mes idéaux, à mon idéologie. Des gens qui viennent là peut-être parce que j'ai indexé une personne à l'égard de qui ils expriment une haine, eh bien ça leur donne une raison de venir me soutenir. Je ne voudrais pas de ces soutiens. Je voudrais d'un soutien qui se base sur des valeurs, sur bien évidemment une ambition sérieuse dans notre volonté à matérialiser enfin l'État et la République. C'est pour cela que je vous ai fait lecture aujourd'hui de ces discours, parce que ces discours me parlent et je pense que nous pouvons hériter de ces discours parce que nous en héritons de toute façon. C'est un discours d'un ancien président de la République de notre pays et nous pouvons nous en servir pour matérialiser en réalité ce qui a été son projet pour le Gabon. Parce que le projet du Gabon, du projet stratégique Gabon émergent est un projet qui, si on avait réalisé ne serait-ce que 30% de ce projet, le Gabon aurait été aujourd'hui profondément transformé. Donc, nous devons incarner un véritable leadership qui se base sur des bases saines et qui se base sur une base saine. Quand je parle de base, c'est-à-dire des miens, comme je vous appelle affectueusement. Si je dois avoir des soutiens, si demain je finissais par m'engager en politique, ça doit être des soutiens qui viennent à moi. Non pas parce qu'on trouve que Marlène elle est très jolie et qu'on a envie, bien évidemment, parce qu'elle est agréable, de lui exprimer notre soutien. Non pas parce qu'on trouve que Marlène elle est jeune et qu'au nom de ce qu'elle incarne, cette jeunesse, bien évidemment, on lui exprime ce soutien. Parce que bien évidemment, il pourra toujours avoir des jeunes et des jeunesses et des jeunes et des jeunesses. Et bien évidemment, je ne voudrais pas que demain vous décidiez à me soutenir parce que je suis votre sœur, parce que je suis fan, parce que je suis du Wellington, que tous les gens du Wellington se sentent obligés de me soutenir. Non, je ne fais pas partie de ces gens qui croient que l'engagement doit se faire sur ce genre de considération. Je ne trouverais pas mal que demain, si je me présentais dans des élections, que j'ai des gens de chez moi à Minzik, des gens de chez moi au Yem, qui ne veulent pas me soutenir. Je trouverais que cela normal. Normal parce que ce sont des citoyens dont j'estime être libres, que je considère libres et qui ont la liberté d'adhérer ou de ne pas adhérer à ce que je suis. Je serais même très heureuse de constater que, bien évidemment, c'est à Mimongo que je remporte le plus grand nombre de suffrages dans une élection présidentielle, par exemple, que dans Minzik. Pourquoi? Parce que, naturellement,
Cela voudrait dire que j'ai convaincu des gens qui ne me votent pas par du sentimentalisme ou des considérations de ce qu'ils attendraient de moi, des redistributions, un ruissellement des acquis du pouvoir. Et c'est cela la politique que nous voulons faire désormais. Pas la politique qui sombre dans des petites conclusions de Sogatra, dans du commérage sans intérêt, et pas la politique qui, au lieu de débattre des idées, au lieu de discuter des idées et du concret, va sombrer dans du non-droit, dans l'infraction, la diffamation, l'insulte, l'injure, les dénonciations calomnieuses. Nous voulons rester fidèles à des valeurs que nous semblons, ou du moins ce que nous voudrions incarner. Et ces valeurs nous obligent à beaucoup de responsabilité, à beaucoup de courage et à véritablement nous affranchir du dira-t-on, à faire une synergie de convictions communes, à faire une synergie, bien évidemment, d'idéologie commune et baser cet engagement sur des valeurs solides que nous aurions en partage. Et c'est parce que nous aurions ces valeurs en partage que nous ne pourrions pas être achetés par qui que ce soit d'autre qui serait, de par l'idéologie qu'elle incarne, eh bien, en totale opposition de ce que nous défendons. Nous défendons la République. Cette République, elle est laïque. Cette République, elle est démocratique. Cette République, elle est sociale. Cette République, naturellement, nous fait être dans une configuration d'une séparation de pouvoir. Elle reconnaît absolument, pour exister, l'état de droit, et nous devons nous battre chaque jour pour que ces grands principes lui soient reconnus et attribués, et que chacun de nous ayons la possibilité, bien évidemment, de défendre la vie et la survie de cette République. Encore que ce ne sont pas des essences éternelles, comme j'aime à le dire. Les valeurs ne sont pas des essences éternelles. Elles méritent donc d'être défendues, d'être tenues, et c'est généralement, ou pas généralement, c'est la réalité de la France aujourd'hui qui doit combattre les extrêmes qui montent en puissance, notamment l'extrême droite. Cette extrême droite qui est bien évidemment une atteinte fondamentale à la République de par l'inégalité entre les citoyens, justement, qu'elle établit. Donc, le combat d'idées, le combat idéologique qui fonde une société est un combat permanent. N'est pas un combat occasionnel, ou parce qu'on a envie d'exister, ou parce qu'on a envie de plaire, ou parce qu'on a envie que le pouvoir s'intéresse à nous, ou parce qu'on a envie qu'on soit nommé, qu'on va passer par ces tremplins où on peut nous détecter au mieux pour peut-être nous intéresser à une nomination qui viendrait résoudre les équations personnelles que nous avons au quotidien. Je m'arrête là ce soir. Je vous aime. J'espère que vous avez pris grand plaisir à écouter naturellement ce discours. Je vous laisse bien évidemment le décortiquer, le commenter et dire ce que vous pensez d'une éventuelle matérialisation de ce discours. Au-delà de ce que, bien naturellement, ce soit incarné par Ali Bongo. Ali Bongo a eu ses pensées, ses diagnostics avec les ressources d'État pour pouvoir mener à bien ce diagnostic. Et nous héritons de ces diagnostics et nous pouvons l'utiliser utilement pour pouvoir enfin incarner ce qui a été peut-être son rêve, mais par le fait qu'il ait été mal compris ou il ait adopté une stratégie qui ne correspondait pas à cette ambition, bien évidemment, d'incarner l'alternance ou le changement de ce qu'il défendait hier, eh bien, a fait qu'il échoue royalement. Nous ne devrions pas nous réjouir de cet échec parce que c'est perdre beaucoup d'années à condamner les Gabonais encore dans des difficultés que nous ne pouvons pas malheureusement demain assumer. Et nous n'avons pas la responsabilité de laisser ces charges trop lourdes à nos enfants. Nous devons faciliter la tâche à nos enfants demain pour qu'ils aient des combats tout aussi importants, mais qui ne seraient plus les combats d'hésitation, d'effectivité républicaine. Vive le Gabon, vive la République, pour que vive l'état de droit, pour que vive le Gabon. Je vous aime et prenez soin de vous les miens. Ciao, à très bientôt.